Jean, 2 employés de l'ambassade d'Israël qui ont été abattus en pleine rue devant le musée juif de la ville par un homme, un suspect de 30 ans, qui a été interpellé sur les lieux. Il criait « Libérez la Palestine » lors de son arrestation. Il a dit aux policiers « Je l'ai fait pour Gaza », comme quoi l'antisémitisme évidemment tue et les mots tuent. J'aimerais d'abord qu'on s'intéresse au profil de ces 2 victimes, ces 2 jeunes qui allaient se marier là, très très prochainement à Jérusalem. On fait le point sur ceux qui étaient les victimes avec Chloé Tarka. Ils se trouvaient à l'extérieur du musée juif de Washington quand ils ont été abattus. Un jeune couple employé à l'ambassade israélienne visé en pleine rue. Sur X, la ministre américaine de la Sécurité intérieure a réagi. 2 membres du personnel de l'ambassade d'Israël ont été tués de manière insensée ce soir près du musée juif de Washington DC. Nous enquêtons activement et nous nous efforçons d'obtenir plus d'informations à partager. Les 2 victimes s'appelaient Yaron Lishinsky et Sarah Milgrim. Âgés de 28 ans, Yaron travaillait depuis 2022 au département politique de l'ambassade, comme assistant de recherche pour les affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Sarah, quant à elle, avait rejoint le département de la diplomatie publique en novembre dernier. L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis s'est rendu sur les lieux. Lors d'une conférence de presse, il a livré des détails sur la vie du couple. C'était un jeune couple sur le point de se fiancer. Le jeune homme a acheté une bague cette semaine avec l'intention de demander sa petite amie en mariage la semaine prochaine à Jérusalem. Les 2 jeunes gens fréquentaient ponctuellement une synagogue, mais Yaron était chrétien. Le couple devait prendre l'avion dimanche pour Israël, où Yaron comptait faire à Sarah sa demande en mariage. Voilà pour le profil de ces 2 victimes. Eric Nolot, qu'on ne nous dise pas que les mots n'ont pas de portée, que l'antisémitisme, c'est un sentiment. Non, là, ça tue, en fait. Ça a armé le bras de cet homme. Non, mais les propos antisémites, les propos haineux envers Israël ne se dissipent pas dans l'atmosphère. Ils viennent infecter certaines cervelles et les propriétaires de ces cervelles, pour certains, passent à l'acte et pour certains, à l'acte grave. Ça va jusqu'à ce qui s'est passé à Washington. Donc il y a un continuum entre ces propos et les actes criminels au bout de la chaîne. Et malheureusement, nous sommes bien placés en France pour savoir à la fois que ces propos sont tenus par toute une mouvance idéologique qui sait très bien ce qu'elle fait, qui manie cette dynamite en permanence. Bien, bon, on peut que souhaiter que ça n'arrive pas en France, mais malheureusement, voilà, qui prêche la haine, récolte le crime. Évidemment. Et ce jeune homme qui s'appelait Yaron Lishinsky, dans ses derniers tweets sur les réseaux sociaux, dénonçait les menaces de la France contre Israël, qui étaient saluées par le Hamas. Et ça, on verra que la diplomatie française a réagi parce qu'elle s'est sentie un peu concernée par ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères israélien, Patrick Martin-Jeannier. Oui, je voulais apporter une précision très importante parce que c'était une réunion de jeunes diplomates qui avaient des ambitions diplomatiques, qui voulaient créer des ponts entre les différents pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient pour essayer de discuter. Donc, c'était pas, effectivement... Comme dans les kibbutz, c'était des gens qui étaient pour le dialogue, qui étaient voilà. des gens de gauche. Ils voulaient organiser un dialogue avec les autres diplomates d'autres pays, donc c'était quelque chose qui partait de quelque chose d'extrêmement positif, et c'est pour cela qu'ils ont été visés également. C'est un acte terroriste qui vise naturellement la communauté juive et des juifs, mais aussi des diplomates, et le terroriste qui a visé ces 2 jeunes qui étaient promis un grand avenir, en réalité savait exactement ce qu'il faisait, parce qu'on dit que ce sont des esprits faibles. Mais c'est faux. Ils sont complètement manipulés. Ils savent ce qu'ils font. On nous l'a dit tout à l'heure. Ils annoncent ce qu'ils vont faire. Ils sont sur des sites extrêmement dangereux. Et donc, ils savent qu'à un moment donné, ils vont passer à l'acte. C'est terrible. Gauthier Lebret, on entend très bien sur la vidéo quand il dit « Il faut libérer la Palestine, il faut libérer la Palestine ». Et à la fin, il dit « Je l'ai fait pour Gaza ». Il le dit à la police. Non, mais il faut en vouloir à tous ceux qui créent la confusion. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé à l'Eurovision. Quand on assimile la jeune chanteuse Yuva Raphael à ce qui s'est passé, évidemment, et à la politique de Benyamin Netanyahou, c'est insupportable. Elle est elle-même rescapée d'un pogrom. Elle s'est cachée sous le cadavre de ses amis pour éviter et échapper au Hamas. C'est totalement insupportable. Et pourquoi je dis ça ? Parce que le vainqueur autrichien de l'Eurovision vient de déclarer qu'il était pour que l'année prochaine, en Autriche, on organise l'Eurovision sans Israël. Et il remet en cause la 2e place de la chanteuse israélienne. Vous vous rendez compte de ce qu'elle a vécu ? Elle vit le pogrom, l'enfer, le massacre, ses amis qui ne reviennent pas. Elle appelle son père. Le coup de téléphone est absolument horrible. Elle est sous les cadavres.
Elle écrit une chanson, elle vient chanter la résilience et on la rend responsable de ce qui se passe à Gaza. On lui met des drapeaux palestiniens sous les yeux en ayant des slogans absolument insupportables à son endroit. Moi, j'en veux à tous ceux qui jouent sur la confusion en permanence. Vous avez vu que le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a lui-même proposé l'exclusion d'Israël. Il a fait une conférence de presse. Vous vous rendez compte, vous imaginez un Premier ministre qui fait une conférence de presse sur l'Eurovision et sur la participation d'Israël. C'est pour ça que Gideon Sa'ar, le chef de la diplomatie israélienne, a estimé que cette attaque à Washington était la conséquence d'une haine anti-israélienne alimentée par certains responsables politiques. On va juste écouter sa réaction et je vous passe la parole, Catherine Ney. On écoute Gideon Sa'ar. Il existe un lien direct entre l'incitation à la haine antisémite et anti-israélienne et ce meurtre. Cette incitation est également le fait de dirigeants et de responsables de nombreux pays et organisations internationales, particulièrement en Europe. Et la France s'est sentie très visée, Catherine, puisque la diplomatie française a dit que, mais non, pas du tout, nous n'encourageons pas la haine antisémite. Oui, mais là, je reviens à ce qui vient de se passer. C'est très difficile pour des gens, on vous dit, qui sont faibles, d'avoir une conviction. Ils n'ont que des opinions qui se fondent sur l'émotionnel. Bon, ce qui s'est passé le 7 octobre, il y a eu très peu d'images. Il y a eu des films d'horreur qui ont été vus par quelques personnes, qui n'ont pas été diffusés, et qui sont malheureusement, le temps passe et sont oubliés. Et en revanche, eh bien, dans toutes les télévisions du monde, on monte tous les jours Gaza, et ce que l'on en voit, et je ne sais pas, en tous les cas, ça n'est que désolation, où les gens ne peuvent plus vivre, sont affamés, Israël les affame, puisqu'on dit qu'Israël a bien voulu laisser entrer des camions. Et là, dans la communication et l'humanitaire, et dans la communication, aujourd'hui, eh bien, Israël ne peut pas gagner la guerre des images, parce que les esprits faibles, et nous-mêmes pouvons être émus, on est évidemment... de voir ce jeune couple qui était beau, qui devait vivre, et c'est quelque chose de tragique, surtout que ça peut recommencer. Mais voilà, mais je pense que c'est aujourd'hui très difficile pour Israël, c'est très difficile, cette guerre de communication et des images qui ne sont pas en faveur d'Israël. Éric Nolot, votre sentiment après ce drame? C'est ce que cherchait le Hamas, en fait. C'est que, évidemment, après le 7 octobre, on s'est dit, écoutez, c'est Israël la victime, c'est horrible, c'est des pogroms, des crimes abominables. Et non, tout s'est retourné. C'est-à-dire que le 7 octobre, maintenant, est un élément à charge contre Israël. C'est vrai que le narratif a complètement disparu. On ne parle plus du 7 octobre, on parle que de Gaza. Et surtout, on ne rappelle pas à chaque fois, et d'ailleurs les gens qui crient « Free Palestine », etc., ne rappellent pas que c'est le Hamas qui fait le malheur de son peuple. Il pourrait très bien décréter la fin du malheur du peuple. Après, sur l'aide alimentaire... En libérant les otages, tout de suite. Mais tout à fait, mais ils ne veulent pas. Eux, ils veulent la stratégie du pire. Donc, ils l'ont illustré le 7 octobre et ils continuent à l'illustrer. Ils feront le malheur de leur peuple jusqu'au bout. Simplement, les gens qui manifestent contre la Palestine, ça ne les arrange pas de raconter les deux faces de l'histoire. Il faut raconter qu'une face. Israël est un pays fasciste, etc. etc. Non, ce n'est pas la solution. On montre les images qu'on veut, parce qu'il y a eu à Gaza des manifestations de gens de Gaza qui en ont marre du Hamas et qui savent que le malheur vient du Hamas et que, dans le fond, tout ce qui leur arrive, c'est le Hamas qui en est la cause. Et ça, évidemment, ces images, on ne les voit pas. Et d'ailleurs, ces informations, elles ne passent pas. Il faut vraiment... Mais il y a des Palestiniens courageux qui sont passés. Ce matin encore, il y a eu le Hamas a tiré sur une foule de Gazaouis qui s'étaient approchés de dépôts de stocks alimentaires que le Hamas garde pour lui et exclusivement les familles qui travaillent avec lui. Et ils ont tiré à balles réelles sur les gens qui venaient essayer de récupérer de la nourriture. Mais après, il faut appeler un chat un chat. Les mots qui tuent, ils viennent d'un endroit en particulier. C'est-à-dire que ce que l'extrême gauche a longtemps reproché à l'extrême droite ou la peur qu'elle a longtemps eue d'un retour du fascisme, c'est elle qui est en train justement de la faire advenir. Ce tueur à Washington, Elias Rodriguez avait été proche du Parti socialiste de libération nationale, qui est un parti auprès duquel Jean-Luc Mélenchon était encore dans un meeting il y a quelques jours au mois
d'avril. Alors certes, il n'en faisait plus partie aujourd'hui, mais quand vous regardez tous les messages que ce parti publie sur ses réseaux sociaux, allez voir, je vais aller faire un tour sur leur fil Instagram, sur leur fil Twitter, ils ne cessent d'appeler à la haine des sionistes. Donc il y a une continuité évidente. Ça ne veut pas dire que ce soit eux qui aient armé le jeune homme, mais au moins moralement, intellectuellement, ce sont eux qui l'ont armé. Et c'est exactement la même chose que ce que font les Insoumis aujourd'hui. Quand les Insoumis aujourd'hui militent pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, condamné terroriste, condamné en France pour avoir tué un Israélien, et ils en réclament la libération, c'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient en train de réclamer la libération de ce tueur-là à Washington. Donc, osons appeler un chat. Ils sont sur l'antisionisme, ils sont sur l'anticapitalisme, et ça aussi, ça fait des morts. Souvenez-vous, aux États-Unis, il y a eu cette affaire frappante il y a peu de temps d'un chef d'entreprise de l'industrie pharmaceutique tué par un militant de cette mouvance-là aussi, et ils le font de plus en plus, et les services de sécurité sont en train de surveiller ça d'un œil vraiment attentif. Il y a de plus en plus de menaces en matière environnementale, parce que là aussi, ils sont prêts à passer à la violence. Un dernier mot, Louis de Ragnel. On continuera évidemment à évoquer ce sujet dans un instant. Il y a ce communiqué de la diplomatie française qui dit « mais nous n'avons jamais appelé à la haine anti-juive ». Il y a Gideon Sar qui pointe quand même du doigt les capitales européennes, en sous-texte la France. Et il y a dans les derniers messages qu'avait retweeté ce jeune victime, ce jeune Yaron, le fait qu'encore une fois, c'était une honte pour lui que les menaces de la France contre Israël aient été saluées par le Hamas. Tout est là. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, mais il n'y a pas grand-chose à dire, c'est absolument terrible. Et je trouve que c'est encore pire quand on apprend ça. Moi, je trouve qu'il y a quand même deux enseignements. Le premier est la crainte à venir, c'est est-ce qu'il y aura un effet de mimétisme avec d'autres personnes qui voudront s'inspirer de ce qui s'est produit. Et je rappelle quand même que ce qui s'est produit, c'est passé aux États-Unis, c'est pas passé dans un pays du tiers-monde avec une mouvance islamiste extrêmement forte. Donc ça, c'est un premier danger et une première crainte pour les services de renseignement occidentaux. Et puis je trouve que le deuxième élément sur lequel on n'insiste pas du tout assez, c'est qu'il s'agit de deux personnels diplomatiques, donc il y a une protection diplomatique. Patrick. Et c'est l'État d'Israël aussi qui a été attaqué. Si nous avions deux personnels diplomatiques qui avaient été attaqués dans n'importe quel pays, on aurait dit que c'est la France aussi qui est attaquée. Et donc là, c'est la religion juive qui est attaquée, c'est Israël dans ce qu'il représente, et c'est l'État d'Israël. Quand vous en prenez à du personnel diplomatique, vous en prenez à un pays. Par le passé, il y a déjà eu des déclarations de guerre pour des histoires de personnel diplomatique qui ont été tués. Tout petit mot, Patrick, avant la pause. Tout petit mot, c'était un grand rassemblement de personnel diplomatique, des jeunes diplomates promis à de grandes ambitions. Donc je pense qu'il aurait dû y avoir plus de sécurité, parce qu'il y avait des diplomates de plusieurs pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord. Et c'est précisément pourquoi ces deux jeunes y allaient. Deuxièmement, la France et le Royaume-Uni et d'autres États ont évoqué récemment la reconnaissance d'un État palestinien. Et cela, naturellement, a suscité le courroux d'Israël, parce que, naturellement, aujourd'hui, les conditions de la reconnaissance d'un État palestinien ne sont pas réunies. Et ça, le Premier ministre israélien l'a très, très mal vécu. Et là, les relations se sont également dégradées. Que l'on réfléchisse effectivement sur résoudre un conflit plus tard. Mais aujourd'hui, il y a véritablement une crise entre la France et Israël. 18h19 de retour dans Punchline sur CNews. Toujours avec nos débatteurs, on accueille Alain Bauer. Bonsoir Alain, professeur de criminologie. On évoque ce double meurtre à Washington avec des motivations que les enquêteurs vont déterminer. Mais le tueur de ces deux personnes israéliennes a crié « Libérez la Palestine » et « Je l'ai fait pour Gaza ». Il y a eu en France évidemment la crainte de représailles contre les lieux de culte juifs. Bruno Retailleau a envoyé une directive au préfet afin de sécuriser dans les prochains jours ces lieux de culte. Et il y a encore une fois le choc pour la communauté juive. Écoutez quelques réactions. On n'est plus du tout en sécurité. Nous sommes allés voir le concert d'Eyal Golan. C'était merveilleux que de voir toute cette police autour de nous qui nous a rassurés. Mais c'est triste d'en arriver là à notre époque. Dramatique, on a l'habitude, c'est toujours comme ça à chaque fois. Il faut que les ministres et tout ça, la politique, ils font attention à leurs mots. Franchement, c'est terrible. Mais non, on n'a pas peur, nous, ici. On n'est nulle part en sécurité. Et je pensais qu'à Washington, il n'y aurait pas de mort, mais on se rend compte que partout, on est touché. Il faut vivre avec, ou je ne sais pas quoi faire, en fait. On est désespérés. Pour ces réactions de Français de confession juive, Alain Bauer, il y a un lien très clair entre l'antisémitisme et ces meurtres. Ah oui, d'abord, l'auteur présumé ne s'en est pas caché, puisqu'il a dit Free Palestine, Free Palestine. Je n'ai pas entendu la partie Gaza. Non, il l'a dit aux policiers. Oui, d'accord, parce que dans la partie sur le moment, ce qui a été entendu en direct,
c'est Free Palestine, donc c'est une signature. Il faut toujours écouter la signature. Il est venu de Chicago à Washington. C'est pas un résident local, donc c'est un acte probablement prémédité. Je dis probablement parce que l'enquête est en cours et on est toujours très prudent. Et puis troisièmement, parce que c'est une des problématiques particulière de l'évolution des agressions antisémites. Elles progressent en fonction de la situation au Moyen-Orient. Elles ont très rarement, ou quasiment jamais, que ce soit en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou ailleurs, en Argentine, où il y a eu un attentat terrible il y a de nombreuses années, qui là était lié à la volonté de l'Iran de taper et de frapper Israël partout. C'est en général lié à des circonstances internationales n'ayant aucun lien locaux, mais qui se traduisent par des attentats non pas anti-israéliens, mais antisémites. De ce point de vue-là, je veux dire, les auteurs ne font pas la différence entre antisionisme et antisémitisme. C'est la même chose. Et donc, de ce point de vue-là, le lien est avéré, historique et quasiment permanent. Toute augmentation de la tension au Moyen-Orient, d'une relation entre Israël, État, et des voisins qui l'agressent, ou Israël qui entre en situation de résistance ou de revanche, ça arrive parfois, se traduit par une augmentation des phénomènes organisés parfois ou purement locaux, mais qui n'ont absolument rien à voir avec la situation sur place. On évoquait la politique, évidemment, et la France, les responsables politiques français. Il y a eu une réaction du Quai d'Orsay qui a dit « nous n'y sommes pour rien » parce que Israël avait un peu pointé du doigt les diplomaties européennes. Et puis il y a eu une réaction de la France insoumise qui a été très notée ce matin, celle d'Éric Coquerel. Écoutez la façon dont il a réagi à l'annonce de ce double meurtre antisémite. Jean-Noël Barrot, je lui donne, expliquait que qui sème la violence récolte la violence. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'à partir du moment où vous avez des actes de guerre, de génocide, etc., à un moment donné, ça pouvait se retourner, y compris contre la population israélienne, ce que je condamne. Mais c'est un acte antisémite, ce qui s'est passé à Washington. Pour l'instant, c'est deux agents de l'ambassade israélienne, donc il faudrait peut-être savoir pourquoi. Est-ce que l'homme a tiré, encore une fois, je condamne, c'est pas la manière d'agir. La chef de la police dit que l'homme a Free Palestine. D'accord, ok, mais est-ce que l'homme, oui, mais Free Palestine, excusez-moi, demander, vu ce qui se passe à Gaza, demander que la Palestine existe et demander que ça s'arrête ne fait pas de vous forcément un antisémite. Voilà, pour ce que dit Éric Coquerel. C'est pas la manière d'agir. Et puis c'était des employés de l'ambassade israélienne, en sous-texte, quoi. Ils l'ont cherché, c'est ça? Donc il n'arrive pas à dire que c'est antisémite. Il reprend les mots de Jean-Noël Barrot qui ont été très critiqués et qui sont très choquants. Qui disait « qui sème la violence récolte la violence ». Voilà, donc il faudra, en gros, ça veut dire, si je traduis le ministre des Affaires étrangères, il ne faudra pas se plaindre s'il y a un nouveau pogrom. Il ne faudra pas venir se plaindre, c'est ça que ça veut dire. Donc il refuse de dire que c'est antisémite, Éric Coquerel. Il reprend les paroles très choquantes de Jean-Noël Barrot. Et puis il nous dit, c'est pas une manière d'agir. C'est pas une manière d'agir d'abattre deux personnes. C'est comme ça qu'il un jeune couple qui a la vie de 28 ans et qui allait se fiancer et se marier en Israël. C'est pas une manière d'agir. C'est comme ça qu'il condamne ce qui s'est passé, sans pouvoir dire que c'est antisémite et que ce qui s'est passé est une abjection absolue. Non, c'est pas une manière d'agir. Bon, vous avez compris ce qu'est la France insoumise avec cette déclaration. Mais en plus, Éric Vérolé, parce qu'il y a même quelque chose qui passe un peu inaperçu, c'est qu'il parle d'actes de génocide qui ont provoqué ça. Oui. Donc, comme toujours. Il parle de génocide. Il fait passer ça quand même un peu en contrebande. De toute façon, écoutez, maintenant, c'est clair, à moins qu'on soit aveugle, il s'adresse à son électorat. Donc il faut absolument ne pas parler d'antisémitisme. Il faut être dans la haine d'Israël. Il faut tout relativiser. C'est pas une manière d'agir pour un double meurtre, excusez-moi, mais franchement, c'est pas admissible. Voilà. Simplement, il ne parle pas à l'ensemble des Français. Il parle à son électorat. Malheureusement, on s'habitue à ça. Juste deux poids, deux mesures. Quand vous voyez comment ils se sont jetés tels des charognards sur le meurtre abominable dans cette mosquée Aboubacar Cissé. Sur monsieur Cissé, 57 coups de couteau, c'était ignoble, mais sans connaître l'enquête, ils se sont jetés comme des charognards avec leur rassemblement contre la dite islamophobie, place de la République, où Jean-Luc Mélenchon passe du rire aux larmes en un claquement de doigts. Quand vous voyez le deux poids deux mesures, comment ils ont réagi là-dessus et comment Éric Coquerel dit c'est pas des manières.
sur ce qui s'est passé à Washington. C'est pas la manière d'agir. Ça fait froid dans le dos. Ça n'a rien de surprenant de la part d'Éric Coquerel, parce qu'il faut rappeler que c'est lui qui a poussé Jean-Luc Mélenchon à son changement absolu de discours sur les questions d'islam, sur les questions de laïcité, parce que c'est Éric Coquerel qui lui a dit, regarde, il y a 800 000 voix qui nous séparent de la qualification au deuxième tour de l'élection présidentielle, ces voix-là, tu vas aller les chercher dans les quartiers populaires, manière pudique de dire, tu vas aller les chercher dans des quartiers où il y a beaucoup d'électeurs musulmans, ce qui est d'ailleurs une manière horrible de les essentialiser, d'essayer de les canaliser en faisant entrer en résonance chez eux des conflits qui ne sont pas des conflits français. Et pourquoi c'est antisémite ? Je pense que ça vaut la peine d'expliquer pourquoi cet acte-là est antisémite. Parce que oui, il s'agit de s'en prendre à Israël. Je veux dire, dans un acte de guerre, il y a une guerre, on peut s'en prendre à un État, et ça fait partie de la guerre. Mais c'est antisémite parce que ce conflit-là a ceci de spécifique qu'on refuse à Israël le droit de se défendre. C'est le seul État au monde auquel on refuse le droit de se défendre. Ce jeune homme-là, il n'était pas en train de nous parler des musulmans qui sont victimes de conflits entre les Pakistanais et les Indiens au Cachemire. Il n'était pas en train de nous parler de l'assaillant. Hein. De l'assaillant, du meurtrier. Il n'était pas en train de nous parler des 2 millions d'Afghans qui ont été expulsés par les Pakistanais qui sont tout aussi musulmans. Il n'était pas en train de nous parler des dizaines de milliers de morts qu'il y a à l'heure actuelle au Darfour. Il se moque éperdument des musulmans en soi. Ce qui l'intéresse, c'est Israël. Et c'est pour ça que c'est un acte antisémite. Bon, un dernier mot là-dessus, Patrick. Oui, LFI se fourvoie complètement parce que qu'il compte sur un électorat musulman, mais l'essentiel de la communauté musulmane ne veut pas d'actes antisémites. Ils veulent vivre leur religion tranquille, en pleine paix avec les autres religions. Donc c'est complètement se fourvoyer sur cela. Et LFI est aujourd'hui gangrené par cet antisémitisme. Et donc c'est très important. Et pendant qu'on parle de ça, je n'ai pas entendu une seule fois parler de la libération des otages. Non. Parce que c'est quand même quelque chose de fondamental. C'est ça l'essentiel. Hein, il y a une cinquantaine, je crois, d'otages dont la moitié sont encore en vie. On n'en parle plus. Alors, on est en train de négocier là-dessus. Je sais qu'Israël tente de négocier. Il faut d'abord penser à une libération des otages. Vous êtes sûr que les fils fourvoient ? Regardez ce qui s'est passé quand Rima Hassan a fait irruption dans la campagne européenne. Oui, non, je veux dire qu'il a... Oui. C'est très payant, au contraire. Moi, je crois que c'est très payant. Oui, c'est peut-être très payant, mais moi, je suis persuadé que dans la communauté musulmane, non. Ils ne veulent pas... que ça soit pas, évidemment... Voilà. Mais c'est une instrumentalisation, effectivement, de l'antisémitisme, en pensant qu'on va voter pour eux, pour ce motif. Catherine, Oui, et puis il faut compter sur tous les prédicateurs sur TikTok et sur tous les réseaux sociaux qui à la fois disent aux jeunes qui drainent tous environ 2 millions de jeunes tous les jours, quoi. Et qui à la fois donnent aux jeunes femmes leur conduite pour bien se conduire dans la vie, pour respecter leur mari, pour d'ailleurs être soumises. Et aussi, il y a toujours une rhétorique antisémite qui est quand même propagée tous les jours. Là, c'est quand même quelque chose. Alors vous dites les musulmans, peut-être les gens, leurs parents veulent vivre en paix, mais c'est une cause pour la jeunesse aujourd'hui. Oui. Et la cause palestinienne. La cause palestinienne, parce que je dis, la différence entre on a des convictions quand on connaît l'histoire et qu'on a un peu de mémoire et on sait toute l'histoire d'Israël et du pogrom et tout ça, mais quand c'est balayé chaque jour par des images, des enfants, des petits Palestiniens qui meurent parce qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de faim. Et ça, les jeunes, là, c'est une stratégie ancienne, il faut rappeler, parce que dans le fil de ce que disait Catherine à l'instant, qui a largement contribué à créer l'OLP ? L'URSS, les discours des coloniaux, qui a exporté ces discours-là dans le monde entier, justement, contre l'Occident, en jouant en plus sur la culpabilité occidentale, parce que notre civilisation a ceci de particulier qu'elle sait se remettre en cause. Et c'est heureux parce qu'il y a des crimes dans notre histoire, il faut savoir les regarder en face. Mais justement, il joue en permanence sur cette gamme-là. Et pour revenir sur ce que disait Patrick Martin-Genier, il y a la libération des otages, c'est une évidence absolue qu'il ne faut pas oublier, mais moi je dirais aussi la libération des Gazaouis. Parce que Catherine en parlait aussi tout à l'heure, tous les jours, il y a des manifestations à Gaza, de Gazaouis, de Palestiniens qui n'en peuvent plus du Hamas, de Palestiniens qui disent « mais c'est vous qui êtes en train de nous tuer ». Et je vous rappelle aussi qu'au lendemain du 7 octobre, ce sont les dirigeants palestiniens qui se sont réjouis d'un holocauste de sang palestinien en disant « de toute façon, nous sommes capables de faire plus d'enfants que vous n'êtes capables d'en tuer ». Donc nous les sacrifions délibérément. Délibérément, cette réalité-là, il faut sauver le peuple palestinien du Hamas. Et je pense que ça passera aussi par le fait de les sauver des gauchistes occidentaux. 18h30, lors du rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Maureen